Mercredi 15 juin 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal version française. Merci de nous rejoindre sur Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce mercredi, l'État malagasy et la Banque mondiale ont signé aujourd'hui la réalisation du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable ou PAEP pour les habitants de la ville d'Antananarive. Mais le projet s'étend également dans d'autres villes secondaires. PAEP s'élève à 220 millions de dollars. Plus de 600 000 habitants en bénéficieront et auront donc accès à l'eau potable dont la plupart sont les plus vulnérables à travers ce projet. L'eau, élément fondamental de la vie et du quotidien de la population, a été au centre des discussions ce jour au Palais Diavlou. Les responsables au niveau du ministère de l'eau et de la Jirama, soutenus par le projet PAEP et qui œuvreront également pour ce projet, étaient également venus auprès du président de la République et des responsables de la Banque mondiale ce jour dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'eau potable à Madagascar. Les députés également, étant donné que la population malagasy est la bénéficiaire de ce projet, spécifiquement les plus vulnérables, qui sont les principales cibles du PAEP. L'accès à l'eau potable pour tous, un vélin du président de la République, selon la représentante de la Banque mondiale, cette dernière qui soutient totalement Madagascar dans ce sens. Elle m'a dit au cours des discussions que non seulement elle doit se réveiller à 5 heures du matin, tous les matins, pour aller faire la queue et chercher de l'eau, mais qu'elle doit aussi parcourir 2 kilomètres à l'aller et retour et elle paye 500 arias pour un bidon de 10 litres d'eau, de 20 litres. Pour Fanry, le mètre cube d'eau se trouve à 5000 arias. Et quand je suis repartie chez moi, j'ai regardé la facture que monsieur le DG de Jirama m'envoie chaque mois. Et j'ai donc découvert que moi, ce que je paye comme mètre cube, c'est à peu près 750 ariari. Fanry, elle paye 5000 ariari. Donc l'eau collectée à partir d'une bonne fontaine coûte plus cher que l'eau qui provient d'un branchement à la maison. Est-ce que vous trouvez que cela est juste? C'est injuste et inéquitable. On dit très souvent que l'eau est gratuite ou même que l'eau est moins chère. Mais ce n'est pas le cas pour la majorité des plus pauvres. Les pauvres payent beaucoup plus que la plupart d'entre nous qui sont dans cette salle aujourd'hui. Cette situation doit changer. C'est l'une des raisons, Excellence Monsieur le Président, qu'on a répondu à votre demande pour vraiment amener ce projet qui a pour objet d'améliorer l'accès à l'eau potable dans le Grand Tana, mais également dans les villes secondaires. Au niveau de l'Afrique, la moyenne d'accès à l'eau elle est de 30%, au niveau de Madagascar, elle est de 21%. Et je suis convaincue qu'avec ce projet, vous pouvez rattraper ce retard. Et je voudrais également souligner qu'en fait, investir dans l'eau, ce n'est pas seulement la chose morale à faire, mais c'est un investissement économique. Si tu investis en $1, tu obtiens un gain de $3. Le projet qui a été signé aujourd'hui s'élève à 220 millions de dollars, dont 110 millions de dollars sous forme de dons non remboursables. Mis à part Antananarive, Antsranan, Madzang, Antsirabe, Fianarantsu et Manaka bénéficieront également de ce projet. Le besoin quotidien de la population s'élève à 300 000 mètres cubes, mais la Jirama n'en produit que 200 000 mètres cubes, a expliqué le président de la République pour illustrer le problème. Les infrastructures vieillissent alors que la population ne cesse d'accroître. Antananarive, capitale de Madagascar, fait partie de ces localités qui requièrent urgemment des projets d'envergure pour solutionner rapidement, mais surtout durablement, la question et la fourniture en eau. En effet, Antananarive subit un fort déficit en eau potable. Cela pèse et handicape considérablement le quotidien de la population, affecte leur santé et complique grandement l'assainissement de la ville. À l'origine de cela, la forte croissance démographique et l'exode rural
particulièrement liées au manque d'eau dans les localités d'origine, entraînent l'extension non maîtrisée de la ville. Historiquement, Antananarivo a été érigé pour accueillir 300 000 habitants. Aujourd'hui, la population a augmenté de 10 fois plus, soit 3 600 000 habitants dans la commune urbaine d'Antananarivo et les communes environnantes. Et les structures permettant de garantir l'approvisionnement en eau potable de la capitale sont aujourd'hui complètement vétustes et ne sont plus du tout adaptées ni à la structure ni à la taille de la ville. Le réseau de distribution d'eau date de la colonisation. Et en 1928, c'est-à-dire il y a 94 ans, presque un siècle, à l'époque de la Société de l'eau et de l'électricité Madagascar, que l'ensemble des réseaux ont été implantés et érigés dans la capitale. Et donc, un grand travaux, un grand chantier mérite d'être de démarrer, et c'est pour cette raison que ce projet vraiment est primordial et important pour la population, mais aussi pour l'État malagasy. Une solution pérenne est nécessaire pour le secteur de l'eau, pour faciliter l'accès à l'eau potable à la population malagasy, surtout pour les 2/3 de la population urbaine qui s'approvisionne encore au niveau des pompes à eau. En plus de la mise en place et l'amélioration des infrastructures nécessaires, le PAEP améliorera également la gestion de la Jirama. Des échanges de notes portant sur deux projets ont également été signés aujourd'hui entre l'État malagasy et le gouvernement japonais. La première concerne le projet GESDA pour améliorer la récupération des déchets à Antananarivo. Elle s'élève à 26,6 millions de dollars sous forme de dons non remboursables. La deuxième est un projet d'amélioration économique et sociale qui consistera à approvisionner la population en matériel pour la construction de puits, particulièrement dans la partie sud de Madagascar, et dont le budget s'élève à 46 milliards d'ariary. La formation dispensée par l'association FITI au centre spécialisé dans la lutte contre le VBG à Mahamasn entre dans la deuxième semaine. Après la formation théorique entre en commun, les 40 survivantes de violences prises en charge par le centre de Mahamasn ont entamé une formation professionnelle de leur choix. Un reportage de Mervoul Asferen sur les images d'Anzar Zonarvelo. Ces deux femmes ont accepté de témoigner sur les cas de violence conjugale qu'elles ont subis ces dernières années. Elles font partie des 5500 personnes ayant fait appel au centre spécialisé dans la lutte contre les violences basées sur le genre à Mahamasn depuis son ouverture en novembre 2019. Mis à part la prise en charge individuelle des victimes de violences, l'association FITI, en collaboration avec ses nombreux partenaires, a également ajouté des formations pour mieux accompagner les victimes. Des formations sur des thèmes divers et des formations professionnalisantes pour permettre à ces victimes de faire de nouveau face à la vie, mais également pour qu'elles puissent avoir des activités génératrices de revenus et avoir l'autonomie financière. Pour cette nouvelle vague de formation, 40 victimes de violences ayant demandé de l'aide auprès du centre de Mahamasn suivent une formation de 2 semaines. La première semaine a été axée sur le développement personnel, la gestion simplifiée et le planning familial. La deuxième partie qui se déroule cette semaine est axée sur la formation professionnelle, au cours de laquelle les apprenantes ont à choisir entre la cuisine et pâtisserie, la coupe et couture, la coiffure et l'informatique. Après la formation, une attestation de compétences sera remise à chaque participante. Il est à noter que les formations dispensées par l'association FITI au centre de Mahamasn sont reconnues par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et ce département ministériel a également offert un bonus d'1 semaine à ces 40 femmes pour qu'elles puissent poursuivre cette formation professionnalisante et renforcer davantage leurs capacités. Et sur un tout autre sujet, à présent, la modification du code de procédure pénale adoptée par les députés la semaine dernière ne garantit pas l'immunité des maires. Il s'agit plutôt de la mise en place d'une commission au niveau du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation avant de procéder aux poursuites judiciaires, selon le maire de Soivne ce jour. Ce dernier ajoute également que durant ces 2 dernières années, des dizaines de maires ont été injustement emprisonnés pour cause des difficultés de gestion financière et d'administration des affaires publiques, d'où l'importance de cette proposition de loi. Ça, Sylvain, et c'est
Les maires ne demandent pas une immunité au même titre que les députés et les sénateurs. La modification du code de procédure pénale ne porte également pas sur cela, selon le maire de Soivne ce jour. Ce dernier poursuit que cette proposition de loi, récemment adoptée par les députés, vise surtout à procéder à des investigations sur les cas de poursuite des maires avant l'engagement des poursuites judiciaires. Durant ces 2 dernières années, des dizaines de maires ont été injustement emprisonnés pour cause de problèmes de gestion financière et d'administration des affaires publiques, selon toujours ce dernier. Le contexte actuel, du fait du strict contrôle et de la difficulté d'encaissement du budget, fait que 99% des maires travaillent dans la peur. Certains édiles manquent également de formation, toujours d'après ce maire. Les maires attendaient donc cette rectification depuis longtemps. Ces derniers ont encore d'autres suggestions à proposer à la législature. Selon leur dire, des suggestions pour l'intérêt des collectivités territoriales décentralisées. La mise en place de la décentralisation émergente avance selon le ministre de la Décentralisation. L'objectif est de décentraliser les collectivités territoriales administrativement et financièrement afin qu'elles puissent prendre en charge le développement. Mais la mise en œuvre devra se pencher sur d'autres secteurs car la décentralisation est multisectorielle, toujours selon le ministre. Toujours un reportage de Mervou Latsfera. Le développement de Madagascar ne sera possible que si les collectivités territoriales décentralisées accèdent chacune au développement selon le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation lors de la clôture de l'atelier sur la décentralisation émergente pour la mise en place du plan national de la décentralisation émergente. La décentralisation est un chantier prioritaire du gouvernement parce que le développement de Madagascar passe impérativement par le développement de ces territoires. Et le seul chemin pour y arriver est la décentralisation. Dans cette optique, le changement de paradigme préconisé par la LPDE passe par la territorialisation des politiques publiques qui doivent être intégrées, adaptées à chaque territoire et qui répondent aux problématiques spécifiques de chaque localité. Il s'agit dorénavant de mettre en avant l'importance de chaque territoire et promouvoir toutes les potentialités existantes au niveau local, tant sur le plan humain que sur le plan social et économique. Les 6 axes de la LPDE apportent une orientation claire à tous ces défis. Il est certain que le CTI joue un rôle primordial dans la mise en œuvre de cette réforme en tant qu'organe de pilotage technique. Il nous est donné aujourd'hui l'occasion de s'échanger et de partager les expériences de chaque secteur afin de déterminer les grandes lignes à adopter dans ce changement de paradigme. De surcroît, chacun ici, on est tous des acteurs du changement et des responsables habilités à prendre les bonnes décisions pour avancer un peu plus dans ce long chemin semé d'embûches. Les 2 chambres ont déjà adopté la loi 2021-011 sur la lettre de la politique de la décentralisation émergente à Madagascar. L'adoption de cette loi devrait être accompagnée de la mise en œuvre d'un plan national pour procéder à son application, selon les explications. Le gouvernement s'y met, d'où la mise en place du comité technique interministériel ou CTI. Les députés de Madagascar ont rejeté ce jour la proposition de loi sur la mise en place d'une commission d'évaluation de la politique publique, une loi proposée par la députée Joassi Eleonore, mais que les députés jugent contradictoire à la Constitution selon leur explication ce jour. Un reportage de Radroman Zatouf. Après des échanges et discussions au palais de Tsimbaza ce jour, 34 députés ont rejeté la proposition de loi sur la mise en place d'une commission d'évaluation de la politique publique. Un député seulement a voté pour et n'a fourni aucune explication sur ce choix. L'évaluation du pouvoir exécutif et du rôle des députés, la Constitution leur a confié cette tâche qui ne devrait pas incomber à d'autres institutions, d'après les députés qui ont rejeté la proposition de loi. Les résultats du vote témoignent de l'existence de la démocratie à Madagascar, selon le député Joassi Eleonore, cette dernière qui avait proposé cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. 36 députés parmi les 151 sont venus prendre part de la réunion au sein de cette institution ce jour. La présidente a pourtant rappelé l'importance de leur présence à l'Assemblée.
Deux pendentifs en or brut et plusieurs pierres précieuses ont été saisies hier à Ivat par les agents de la douane chez de ressortissants chinois. Par ailleurs, 3 lingots d'or d'un poids total de 895 grammes dissimulés dans la partie anale d'un ressortissant indien ont également été saisis. Ces 3 passagers étaient en partance pour Addis Abeba. Le passage au scanner et la constatation des images suspectes à forte densité ont permis d'arrêter cette tentative d'exportation illicite de nos ressources naturelles. Les pierres seront examinées par des experts dans les plus brefs délais. Quant à leur saisie, ils sont actuellement entre les mains des autorités compétentes. Il est à rappeler que selon la loi, seulement 250 grammes de bijoux poinçonnés sont autorisés à être emmenés par un voyageur en cas de sortie du territoire. Et sur le plan éducatif, les convocations sont déjà reparties au niveau de chaque établissement scolaire pour les candidats à l'examen officiel du CEPE dans la ville d'Antananarive. À moins d'une semaine de l'examen, les élèves affirment être prêts. Pour le cas de l'EPP Andafia Varaj, où nos journalistes sont passés, les enseignants consacrent cette semaine à la révision des matières qui paraissent encore difficiles pour les élèves. Fin Jessine Mireille et Yves Janel. Les convocations pour l'examen officiel du CEPE ont été reparties au niveau de chaque établissement scolaire le 7 juin passé pour la circonscription scolaire de la ville d'Antananarive. À l'heure actuelle donc, chaque établissement scolaire possède déjà les convocations de leurs élèves selon le chef Cisco d'Antananarive. Pour le PP Andafia Varaj, celle-ci ne procédera à la distribution des convocations que le lundi avant l'examen pour éviter que les candidats les égarent. 5 jours avant l'examen, les écoles se focalisent surtout sur la révision des matières qui présentent encore des difficultés pour les élèves, notamment le français et le problème, d'après les candidats interviewés par nos journalistes. Les enseignants ne proposent plus d'exercices ou de cours, mais répondent surtout aux questions des élèves sur leurs difficultés ou des diverses questions sur l'examen. Pour soutenir les candidats, spécialement ceux qui sont dans le besoin, la commune d'Akadkelilaf leur a offert ce jour des kits scolaires. L'examen officiel du CEPE se tiendra ce mardi 21 juin pour tous les élèves malagasy. Les aringes ou lampions sont une tradition lors de la célébration de la fête nationale à Madagascar. 12 étapes sont nécessaires pour fabriquer un aringe. Ruth Christelle Rakoutumalal et Yves Janel vous fera découvrir à travers ce reportage une famille de fabricants d'aringes na un bout de Syrie. 5 feuilles A4 sont nécessaires pour fabriquer un aringe d'environ 50 cm de diamètre. Ces papiers sont ensuite colorés avec de la peinture de raffia. Ici, Thierry a choisi les couleurs du drapeau national malagasy. Il a hérité ce travail de son grand-père. Toute sa famille s'y met. Ici, pas de temps perdu. Pendant que les papiers sèchent, il prépare les fils de fer pour tenir le lampion. Tout le travail est fait à la main. Lorsque les papiers sont secs, ils sont pliés pour former un éventail et passent devant cette machine de fabrication artisanale pour avoir une forme striée. Une fois la forme ronde obtenue, les papiers sont collés de la colle de fécule. Les poignées et les bougeoirs sont ensuite placés. Pour cette petite entreprise, 180 lampions sont réalisés chaque jour par 4 employés. Ils consomment entre 800 kg à 1 tonne de papier par an, selon les explications. Ils vendent ces lampions à partir de 800 ariars jusqu'à 3000 ariars et achètent 1 kg de papier à 12 000 ariars le kilo. Par rapport à l'année dernière, ces bénéfices ont diminué, a souligné Thierry, en raison de la hausse des prix des matières premières. À l'approche de la fête nationale, cette petite entreprise ne prend plus de commandes. Thierry encourage les Malagasy à valoriser les produits locaux. Peu importe leur taille et avec les outils à portée de main, les Malagasy peuvent faire de bonnes choses, a-t-il terminé. Et concernant les actualités à l'échelle internationale, à présent, la Russie a appelé les Ukrainiens à cesser leur résistance absurde à Severodonetsk qui propose un couloir humanitaire pour en évacuer mercredi 15 juin les civils. Sans réponse de Kiev qui, par la voix du président Volodymyr Zelensky, a exhorté au contraire à tenir le coup dans le Donbass. France 24. Une colonne de fumée noire s'élève dans le ciel de Severodonetsk. Dans cette ville stratégique de l'est de l'Ukraine, les combats de rue et les bombardements continuent de faire rage jour après jour.
Ici, plus de 500 personnes sont actuellement réfugiées dans l'usine chimique Azot, constamment bombardée par Moscou et ses alliés. Une situation qui rappelle Mariupol et le complexe métallurgique d'Azovstal, désormais sous contrôle russe après des semaines de résistance ukrainienne. Pour s'emparer des zones du Donbass encore sous contrôle ukrainien, le Kremlin pilonne la région. Exemple à Dobropilia, où la ville a été visée par des frappes aériennes. La nuit dernière, j'ai vu une fusée dans le ciel. Il y a eu une lueur. Et puis tout à coup, nous avons entendu un gros boom. Et j'ai réalisé qu'un missile était tombé ici. Aujourd'hui, il y en a eu un autre, quelque chose a explosé pas loin. Et ensuite, il y a eu un gros incendie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté ses compatriotes à tenir le coup dans le Donbass, jugeant cette bataille décisive pour l'avenir du pays. Nous avons beaucoup de pertes malheureusement. Elles sont douloureuses, mais nous devons nous accrocher. Résister dans le Donbass est crucial. Plus l'ennemi subit de pertes, moins il aura de force pour continuer l'agression ailleurs. Le Donbass est la clé pour décider de qui dominera dans les semaines à venir. Si la Russie a proposé l'instauration d'un couloir humanitaire de quelques heures pour évacuer les civils de l'usine Azot, lundi, les forces du Kremlin ont détruit le dernier pont reliant la ville à sa voisine Lysychansk. Et après des recours en justice et une décision en urgence dans la Cour européenne des droits de l'homme, l'avion spécialement affrété pour expulser jusqu'à 130 migrants vers le Rwanda ne partira finalement pas mardi soir. La mesure poussée par Londres était vertement critiquée, mais le gouvernement britannique a assuré ne pas se décourager. Toujours un reportage de France 24. Sur le tarmac d'Amesbury au Royaume-Uni, cet avion ne décollera finalement pas. Toute la journée de mardi, de multiples recours ont été déposés pour faire annuler les expulsions. Sur les 130 décidés au départ, 7 seulement devaient être menés dans la soirée. Mais quelques minutes avant le décollage, la Cour européenne des droits de l'homme a suspendu le renvoi d'un demandeur d'asile irakien, avant que le ministère de l'Intérieur britannique finisse par annuler le vol. Information de dernière minute, le dernier billet est annulé. Personne ne part pour le Rwanda. Dans la foulée, le gouvernement britannique a assuré ne pas vouloir se décourager et faire ce qu'il faut pour mettre en œuvre ces expulsions. Mais cette annulation sonne comme un échec cuisant pour le camp du Premier ministre Boris Johnson. Depuis plusieurs jours, ses soutiens ont pourtant martelé leur détermination à procéder à ces expulsions vers le Rwanda. C'est un point essentiel de notre stratégie pour briser le modèle économique de ces gens épouvantables. Ces trafiquants qui font commerce de la détresse. Et les gens payent souvent de leur vie. Validé par la justice britannique, le projet porté par Boris Johnson vise à dissuader les demandeurs d'asile d'arriver clandestinement sur le territoire britannique. Pour cela, le gouvernement veut les renvoyer à plus de 6000 km de ses côtes, grâce à son partenariat avec le Rwanda. Très populaire au sein de l'électorat conservateur, la mesure provoque toutefois un tollé outre-Manche. Les chefs de l'église anglicane dénoncent une politique immorale. Le prince Charles a lui jugé le projet consternant, tout comme de nombreuses organisations de défense des droits humains. Le Burkina Faso a entamé un deuil national de 3 jours après l'attaque qui a fait au moins 79 morts à Sientenga, dans le nord du pays, selon un nouveau bilan. La tuerie la plus meurtrière depuis un an dans ce pays, régulièrement frappé par les djihadistes depuis 2015. Reportage. Deuil au Burkina Faso après l'attaque de Setanga. Alors que le pays pleure les dizaines de civils tués dans ce village du nord, des survivants arrivent à Dori, la ville la plus proche. Ils tuent. Ils ne demandent pas si tu es un enfant ou bien tu es grand. On tue seulement. Même si tu boucles la maison, ils font tout pour ouvrir la porte, tuer les enfants, les hommes. Les violences de Setanga ont commencé jeudi lorsque des hommes armés ont attaqué les forces de sécurité. 11 gendarmes sont tués. Selon des survivants, les forces qui protégeaient le village se sont alors retirées du secteur. Le lendemain, les Anis sont venus prendre des positions, encercler le village et tuer toutes les personnes, en tout cas qu'ils avaient eues, et ouvrir même souvent les portes pour rentrer et en tout cas exécuter. Les attaques djihadistes se sont multipliées au Burkina Faso depuis 7 ans, avec des terroristes affiliés au groupe État islamique ou Al-Qaïda.
Des milliers de personnes ont été tuées. C'est cette violence qui a mené au coup militaire de janvier. De nombreux habitants se disent déçus par le nouveau gouvernement. C'est trop lent. Il doit mieux faire que ça parce que là, on souffre trop de voir nos frères tomber. Les survivants de ces tangas, eux, veulent repartir chez eux pour reconstruire leur village. Et c'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Restez sur Viva car tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec Anna Sorokin dont Yventine Anna. Merci de votre fidélité et passez une excellente soirée sur Viva.